Je pense que l'intérêt de cette étude, c'est de montrer que justement, lorsque l'on parle de discrimination, on parle souvent, et d'ailleurs à juste titre, du travail et du logement, puisque ce sont des éléments extrêmement structurants de la vie quotidienne et de la capacité à pouvoir se déployer dans une vie quotidienne normale, mais qu'au-delà de ça, la quotidienneté, c'est aussi toute une série d'actes, et qu'il n'y a pas de raison, d'ailleurs, de façon assez logique, que la discrimination s'arrête simplement à certains secteurs, puisque ça procède de logique qui se déploie dans l'ensemble des secteurs d'activité auxquels les personnes sont confrontées. Et pour vous, c'était important de tester ces actes courants, je disais, de la vie quotidienne, parce que c'est ce qui permet aussi d'être intégré à la vie sociale, économique. Mais écoutez, quand par exemple la question des crédits à la consommation que vous avez évoqué est un élément sur lequel il y a discrimination, ici d'ailleurs surtout à raison de l'âge, au demeurant, on voit bien que les opportunités ne sont pas les mêmes selon les profils que l'on présente à des acteurs comme des banques, lorsqu'il faut accéder au crédit à la consommation. Et donc, vivre en société, faire en sorte que le lien social soit un lien social solide, c'est aussi que la notion d'égalité soit pleinement respectée. Sinon, il y a des risques de délitement, parce que finalement, les gens finissent par se rendre compte qu'ils n'ont pas les mêmes opportunités face à des mêmes situations dans une même société. Avec dans le détail aussi des cas de double peine, si je puis dire, par exemple pour faire assurer sa voiture. Non seulement celui qui vient d'un quartier sensible, il a un tout petit peu moins de réponses positives, mais surtout il paye plus cher, 60 € de plus en l'occurrence. C'est un peu double peine. Oui, c'est un peu double peine parce que, alors on peut penser, on ne sait pas très bien ce qui amène à ce résultat, mais on peut penser qu'il y aurait dans les assurances automobiles le fait que peut-être il y aurait davantage de dégradation si on gare sa voiture dans des quartiers politiques de la ville. Oui. Ceci étant, ça n'est pas la responsabilité de la personne, d'une certaine façon, de vivre en quartier politique de la ville, et qu'on peut s'interroger sur les pratiques autorisées aujourd'hui au niveau des assurances qui permettent de faire de la discrimination, puisque les assurances passent leur temps à discriminer selon les profils des individus. Oui, mais on peut se poser la question. C'était ma prochaine question. Ça, c'est pas vraiment nouveau. Est-ce qu'il faut voir forcément une logique discriminante ? On sait depuis longtemps qu'on paye plus cher, par exemple, une assurance auto dans une grande ville qu'à la campagne, parce qu'il y a plus de risques d'accident. Mais je pense que là, il y a deux choses. C'est que les discriminations, elles peuvent procéder de préjugés ou d'idéologies qui feraient que l'on va moins accepter ou moins bien traiter une personne en raison d'un certain profil, ou de critères plus objectifs au demeurant, mais dont on peut se demander si pour autant il faut les laisser se déployer. La solidarité nationale peut faire en sorte aussi que des personnes qui sont déjà souvent dans des difficultés sociales plus importantes de par leur lieu d'habitation ne soient pas en plus soumises à une possibilité pour les assurances de discriminer entre elles et d'autres catégories de la population. C'est aussi une question de cadre législatif. Il y a des choses aussi très surprenantes, par exemple la réservation d'un hébergement de vacances. 57% de réponses positives pour l'homme de 22 ans d'origine française, 46% seulement pour celui toujours d'origine française mais qui réside en quartier sensible. Ça veut dire que ce sont des logiques, des réflexes finalement très ancrés, peut-être même inconscients. Alors, ce sont des préjugés qui sont souvent à l'œuvre lorsque on voit se mettre en place des logiques de discrimination, à savoir que de façon plus ou moins consciente, la question de la conscience est très complexe, de façon plus ou moins consciente, on va décider que tel profil de personne est une personne qui est moins acceptable, et que finalement, si on pense éventuellement quartier populaire, on va penser à des personnes qui potentiellement pourraient dégrader le bien. Alors que, évidemment, là, on est sur du préjugé. Et le préjugé, comme disait Einstein, est plus dur à désintégrer qu'un atome. Et donc, c'est du travail de longue haleine pour faire en sorte de faire évoluer les consciences, mais aussi de renforcer les sanctions, puisque la loi interdit ce type de comportement. Dans sa stratégie pour la politique de la ville, Emmanuel Macron veut étendre ces mesures de testing en publiant notamment les résultats sur le principe du name and shame. Ça va dans le bon sens ? Alors, c'est une partie de la réponse. Je pense qu'au-delà du name and shame, il y a la question aussi de comment on fait bouger en profondeur et dans la durée des personnes ou des structures qui sont amenées soit à délivrer un logement ou
un emploi, soit à être en contact avec la clientèle. C'est un peu le cas, par exemple, pour les établissements de crédit. Il y a une question de contact et de formation à qui on reçoit et comment on traite ceux que l'on reçoit. Donc c'est une des mesures, mais qui sont, et d'où l'intérêt de cette étude, qui sont des mesures qui sont sur un nombre de secteurs chez Emmanuel Macron qui est extrêmement réduit, puisque c'est essentiellement l'emploi, ce qui évidemment est essentiel, et on ne dira pas le contraire. Vous dites qu'il faut élargir. Oui, il faut élargir parce que la vie, c'est toute une série de confrontations à l'autre, à des structures, à des individus, et que le processus de discrimination peut être extrêmement cassant dans une dynamique d'intégration sociale des individus et peut être objectivement gênante pour pouvoir se déployer et profiter de l'ensemble des opportunités qu'offre une société comme la société française. Merci beaucoup.